Le futur est là. Il ne s'agit pas de combinaisons spatiales high-tech ou de vivre sous terre. Il s'agit de choses vraiment cool comme le fait de pouvoir se téléporter, de voyager dans l'espace, de comprendre les chiens, etc. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné que la réalité augmentée pouvait téléporter les gens à l'endroit de leur choix, que ce soit pour le travail ou pour une journée de détente à la plage. Avec le métaverse, entrer dans une pièce virtuelle est déjà possible. Le métaverse est un espace virtuel où les gens peuvent interagir et socialiser les uns avec les autres grâce à la technologie. Tu as l'impression d'être physiquement présent au même endroit que d'autres personnes, plutôt que de simplement taper sur ton clavier dans une conversation en ligne. Imagine que tu joues ou que tu travailles à distance, mais que tu aies en même temps une vue dégagée de ton bureau. Tu peux effectuer toutes tes tâches professionnelles, tout en économisant le temps et l'argent que tu dépenserais en déplacement. Le gros inconvénient du télétravail est le manque de socialisation. Avec le métaverse, tu n'auras plus l'impression d'être seul. Les écrans seront interactifs et la communication avec tes collègues, tes amis et ta famille sera plus facile. Même si la téléportation physique n'est pas encore possible, on peut déjà virtuellement aller où on veut. Les nanorobots portent ce nom parce qu'ils sont vraiment minuscules. Ces robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques à l'intérieur du corps humain pour des raisons médicales. Une fois à l'intérieur, ils commencent à agir par eux-mêmes sans avoir besoin d'être contrôlés. Et ils peuvent se multiplier comme nos cellules. On a souvent entendu le mot nanorobot dans les films de science-fiction. Mais ils ne sont pas si éloignés de la réalité. Ils opèrent comme des mini-médecins à l'intérieur de ton corps. Et ils sont suffisamment précis pour diagnostiquer un problème et prescrire un traitement. Tout le monde sera en meilleure santé grâce à ces petites créatures high-tech. Chaque année, la population de la Terre augmente. Cela implique de plus grands besoins en production alimentaire. Comme il ne reste que peu d'espace dans les zones urbaines, les fermes devront bientôt être situées dans des endroits moins conventionnels, comme sur le toit des gratte-ciels ou dans les airs, c'est-à-dire sur des structures et plateformes qui peuvent supporter la végétation. Un éminent architecte, Javier Ponce, a conçu un bâtiment à 3 niveaux alimenté par des panneaux solaires au sommet. Au niveau intermédiaire, on fera pousser divers légumes et fruits qui obtiendront des nutriments à partir d'un liquide au lieu de la terre elle-même. Les déchets organiques tomberont au niveau inférieur pour nourrir des poissons, qui pourront aussi être élevés pour l'alimentation. Chaque structure sera assez grande pour subvenir aux besoins d'une ville entière si nécessaire. Les gratte-ciels peuvent aussi accueillir quelques mini-fermes sur leur toit pour subvenir aux besoins d'un quartier. Toute cette verdure supplémentaire dans les villes réduira la pollution et fera baisser la température dans les régions trop chaudes. Parlons maintenant de nos adorables chiens. Quel bonheur de rentrer à la maison et de voir nos compagnons s'approcher de nous en courant et en sautant partout. Ils sont soit en train de dire « Nourris-moi, je suis affamé » ou « S'il te plaît, ne me quitte plus jamais ». Mais que se passerait-il si l'on pouvait comprendre exactement ce qu'ils veulent dire ? On a développé une technologie pour comprendre nos chiens plus clairement à l'aide d'un collier d'humeur. Tu mets l'appareil sur ton animal et un écran numérique indique son humeur par des couleurs. On sait déjà que les chiens nous parlent ou communiquent avec les autres chiens en utilisant leur langage corporel. Une queue qui remue est un signe d'excitation ou de bonheur. Un grognement et des dents exposées indiquent de l'agressivité. Et bien sûr, il y a les aboiements. Certains peuvent être des avertissements, tandis que d'autres sont des salutations amicales. L'intelligence artificielle nous aidera à comprendre ce que nos chiens nous disent en enregistrant leurs aboiements sur nos téléphones. Il est important que l'application voit aussi le langage corporel du chien, notamment ses oreilles, sa queue, ses yeux, sa bouche, etc. L'appli enverra ensuite ces informations sur le cloud. L'IA décodera ces données en étudiant des milliers d'heures de séquences d'animaux et en repérant les expressions et les sons. Cela permettra aux vétérinaires de mieux comprendre leurs petits canins et de prévenir tout dommage qui pourrait découler de l'intervention. Cela aidera aussi à former les chiens pour qu'ils ne soient pas trop agressifs envers les livreurs ou les piétons et autres cyclistes qui passent. L'avenir des déplacements quotidiens se trouve dans les airs. Tu n'auras bientôt plus à attendre au feu rouge, à compter les secondes jusqu'à ce qu'il passe au vert pour arriver à l'heure au travail. Il est en effet grand temps de parler des taxis volants comme moyen de transport. Les taxis aériens sont en train de devenir une réalité. Amazon expérimente les livraisons aériennes et elles s'avèrent être un succès.
Ces machines volantes sont dotées de capteurs qui peuvent remarquer certains obstacles comme les oiseaux, les fils électriques et les gros objets. Et c'est désormais aux législateurs d'adopter cette nouvelle forme de transport. Même si les livraisons aériennes sont désormais possibles, les autorités doivent encore trouver comment les organiser, créer des règles et mettre en place des mesures de sécurité. Quant aux taxis aériens exploités par des humains, il faudra déterminer qui sera habilité à les conduire. Ou quels types de modèles peuvent être produits. Mais de notre vivant, nous pourrions bien voir le ciel rempli de taxis aériens. La restauration rapide est sur le point de se transformer. Il existe déjà des caisses numériques où tu peux commander de la nourriture à l'aide d'un écran tactile et payer sur place sans interagir avec un humain. Le Japon a des distributeurs automatiques de pizzas fraîchement cuites. Certaines entreprises créent des robots qui peuvent préparer un menu de hamburgers et de frites. Ils sont rapides et précis, n'ajoutent pas trop de fromage et n'oublient pas les oignons. Tout ce dont ces robots ont besoin, c'est de quelqu'un pour les entretenir. Imagine que tu ailles dans un fast-food et que tu ne vois pas un seul humain devant toi. Tu passes ta commande auprès d'un caissier numérique après l'avoir personnalisé. Tu payes et tu regardes les robots à l'œuvre. Tu verras probablement des bras mécaniques soulever la friture et préparer un hamburger devant toi. Ne t'attends pas à voir un chef humanoïde préparer ton repas. Les robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques. C'est pourquoi les bras mécaniques sont plus que suffisants. Et si l'avenir est aux robots de livraison volant, il n'y aura pas de problème d'embouteillage pour t'apporter ton repas. Réserver un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde est facile, mais que se passerait-il si tu pouvais aller dans l'espace pour le plaisir? De nombreuses grandes entreprises de voyage spatial telles que SpaceX et Virgin Galactic cherchent des moyens de transformer l'espace en nouvelle destination touristique. On pourrait aller aussi loin que la Station spatiale internationale, ou bien se contenter de la frontière entre l'atmosphère et ce qui est considéré comme l'espace. L'idée d'un ascenseur spatial a aussi émergé, qui pourrait envoyer des gens à la Station spatiale internationale. Il s'agirait d'une grande structure basée sur la Terre et atteignant l'espace, avec un ascenseur qui ferait monter et descendre les passagers. Cela rendrait les voyages dans l'espace très accessibles et beaucoup moins chers que de lancer une fusée. Il y a peut-être un avenir où Internet sera disponible partout dans le monde, peu importe où tu te trouves. Aujourd'hui, seule la moitié de la population mondiale a accès à Internet. Des entreprises comme Google considèrent Internet comme un droit fondamental et essayent d'utiliser des ballons à hélium pour le téléporter dans les endroits reculés. D'autres entreprises envisagent une approche différente, comme envoyer des microsatellites dans l'espace, chacun de la taille d'un chat. Cela changera la donne pour que tout le monde ait accès à Internet, ce qui garantira des connaissances gratuites pour tous. Imagine que nos bonnes vieilles briques puissent stocker de l'énergie pour alimenter ta maison. Ce projet n'en est encore qu'à ses débuts. Mais des scientifiques américains sont en train de développer des briques intelligentes, qui pourraient bien être l'avenir de la construction. Chaque mur pourrait stocker suffisamment d'énergie pour plusieurs heures. Un revêtement spécial, connu sous le nom de PEDOT, permettra d'exploiter les électrodes, transformant finalement les briques en de puissantes batteries. Le pigment rouge des briques est composé d'oxyde de fer, qui les aide aussi à stocker de l'énergie. Cela rendra ta maison intelligente encore plus intelligente. Tu fais une randonnée dans les montagnes escarpées de Mammoth Lakes, en Californie. Le terrain est accidenté et difficile. La neige glacée rend la marche plus ardue. À mi-chemin, tu repères quelque chose qui sort de l'ordinaire. De loin, tu aperçois des objets éparpillés sur le sol rocheux. Tu te rapproches un peu pour y voir plus clair et tu découvres ce qui semble être les restes d'un avion. Il s'avère que ces débris appartenaient au pilote et détenteur de plusieurs records, Steve Fossett. Les autorités le recherchaient depuis presque un an. Personne n'a pu le retrouver et expliquer ce qui a provoqué le crash de son avion. Cela semblait être un vol si facile pour un pilote expérimenté. Alors, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Des années avant ce tragique événement, Fossett tentait un exploit bien plus risqué. Il essayait d'être le premier pilote à faire le tour du monde en solo dans une montgolfière. Peux-tu imaginer passer 2 semaines dans un minuscule panier dans l'unique but de battre un record du monde? Si tu te poses la question, voici ce dont tu auras besoin pour faire le tour du monde. Un système de navigation solide, un riche sponsor et une endurance à toute épreuve. Même si les ballons sont les plus anciens véhicules volants, personne avant Fossett n'avait réussi à faire le tour du monde avec. Ce qui n'est pas étonnant, vu la difficulté de l'entreprise. C'est le premier jour de la deuxième tentative de Fossett pour faire le tour du monde en ballon. Nous sommes en 1997 et une foule de curieux se rassemble à Saint-Louis attendant le décollage.
Le pilote entre dans le stade avec un grand sourire. Il n'a certainement pas l'air d'un aventurier qui tente de réaliser l'impossible. Mais c'est le voyage de sa vie. Pour se préparer, il s'est entraîné pour s'acclimater à une altitude de 3700 mètres. Les conditions sont rudes. Il vole dans une cabine non pressurisée et entre les nuages. Il semble peu probable qu'il réussisse à aller jusqu'au bout, mais il se lance. Le ballon s'envole dans les airs. La foule en dessous l'acclame et lui fait des signes d'adieu. Un vent d'environ 5 nœuds permet au ballon de décoller. Dès la première nuit, l'un de ses chauffages tombe en panne. Il gèle à l'extérieur de la cabine, mais il survit à la nuit. L'arme secrète de Fawcett est le premier pilote automatique de ballon au monde. Il se sent seul là-haut et le besoin constant de concentration le fatigue très vite. La nuit, il allume le pilote automatique pour dormir un peu. Il allume les brûleurs selon une séquence programmée par ordinateur et maintient le ballon sur sa trajectoire de vol. Mais il doit quand même se réveiller régulièrement et actionner les brûleurs pour en modifier l'altitude. Après 3 jours, il obtient une première victoire. Il a traversé l'océan Atlantique. Il vole en solo, mais une équipe l'accompagne au sol. Il communique surtout au moyen de courriels envoyés par satellite. À la fin de la première semaine, le centre de contrôle de la mission reçoit un email alarmant de Fawcett. Des nuages sombres s'amoncellent à l'horizon. Il semble que la météo joue contre lui. Il peut voir l'orage depuis le ballon, mais il n'y a aucun moyen de prédire sa force. Fawcett est déterminé à voler à travers les nuages malgré les risques. Il vole à 300 mètres au-dessus du sol sans aucune visibilité. D'une manière ou d'une autre, il réussit à passer. Son vol continue au-dessus de la Libye, de l'Iran et de l'Inde. Il semble que rien ne pourra l'arrêter maintenant, mais il est épuisé. Il ne sait pas combien de temps encore il pourra tenir. À l'intérieur du ballon, ses repas sont constitués de petites rations et il utilise un seau en guise de toilette. Malheureusement, il a perdu beaucoup de carburant en traversant l'Atlantique. À mi-chemin en Inde, le ballon s'écrase contre un arbre. Il a parcouru la distance stupéfiante de 15 500 km entre Saint-Louis et son lieu d'atterrissage. Cette fois, Steve Fawcett n'a pas atteint son objectif, mais il n'abandonnera pas. Pour réussir enfin, il devait modifier sa stratégie. Son nouveau plan consistait à survoler l'hémisphère sud. C'est la première fois que quelqu'un tentait cela. Son idée était simple, dans la partie sud du globe, il volerait principalement au-dessus de l'eau. Cela l'aiderait à voler plus vite, car il n'aurait besoin que de l'autorisation de vol de 5 pays en cours de route. Si tu étais au sol pendant que Fawcett passait, tu t'es peut-être demandé ce qu'était cet objet volant dans le ciel. Alors qu'il survolait le Cap, en Afrique du Sud, plus de 50 personnes ont déclaré avoir vu d'étranges objets volants. Désolé de vous décevoir, chers amis, mais ce n'était que Fawcett et son ballon. Sa première tentative de faire le tour du monde en volant par l'hémisphère sud a presque réussi. Il a eu de la chance. Lorsqu'il a atteint l'Australie, il a attrapé un courant de jet qui l'a fait accélérer jusqu'à environ 115 nœuds, soit 3 fois la vitesse d'une gazelle. Le moral était au beau fixe, car Fawcett avait déjà battu son record de distance en volant sur plus de 22 000 km. Sous ses pieds défilait le magnifique paysage australien, fait de déserts et de lacs asséchés. Il a traversé la côte australienne à 20h22 heure locale et son prochain atterrissage prévu était au Chili à plus de 12 000 km de là. Mais là encore, un énorme orage s'est mis en travers de son chemin. Après être entré dans l'orage, le ballon a montré à quel point il était fragile. Les éclairs et les vents violents ont déchiré le ballon. Cette fois, il n'a pas réussi à passer. Il est tombé dans l'océan alors que le ballon prenait feu. Une équipe de secours a attendu le matin pour partir à la recherche de Fawcett et un avion Hercule l'a sauvé des eaux. Lors de sa 6e tentative, Fawcett a enfin fait le tour du monde en ballon. La montgolfière Spirit of Freedom a atterri dans le Queensland en Australie après un vol de 2 semaines autour du monde. Il a volé à une vitesse de plus de 322 km/h et a parcouru plus de 31 000 km. Fawcett l'a fait. Il a été le premier pilote solitaire à faire le tour du monde en ballon. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Peu après avoir battu ce record, il a voulu faire la même chose avec un autre véhicule. Il a convaincu Richard Branson, le propriétaire de Virgin Atlantic, de financer un avion à réaction unique, baptisé ensuite le Virgin Atlantic Global Flyer.
Le 8 février 2005, le Global Flyer a décollé. Fawcett a entrepris de faire le tour du tropique du Cancer d'une longueur incroyable d'environ 37 000 km. Par chance ou par pure ingéniosité, Fawcett a battu un autre record du monde. Il a surmonté une importante perte de carburant au début du vol et a réussi à revenir jusqu'à Salina, au Kansas, d'où il était parti. Cette histoire t'a donné envie de taquiner les nuages ? Fawcett était un expert des aventures aériennes et des conditions extrêmes. C'est pourquoi sa disparition dans les montagnes de la Sierra Nevada était pleine de mystères. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'un pilote aussi expérimenté ne survive pas ? Le 3 septembre 2007, Fawcett a décollé d'un ranch du Nevada avec son avion monomoteur nommé le Super Décathlon. C'était un vol simple et tranquille d'une journée qui a pris un sombre tournant. Fawcett n'est jamais rentré au ranch. Une équipe de recherche et de sauvetage a été envoyée pour retrouver le pilote et son avion, mais elle est revenue bredouille. Ce n'est qu'un an plus tard qu'un randonneur a trouvé des affaires de Fawcett près de Mammoth Lakes. Puis une recherche aérienne a permis de localiser les restes du biplace à une altitude de 3000 mètres. Le mystère a été résolu à l'aide d'une technologie avancée. Dans la première installation de soufflerie hexagonale au monde, les experts ont recréé les conditions météorologiques du jour du vol de Fawcett. Ils ont essayé de comprendre si les courants descendants des montagnes de la Sierra Nevada auraient pu faire s'écraser son avion. Avec l'aide d'une réplique d'avion plus petite, ils ont fait une découverte troublante. Ce jour-là, la visibilité était normale, mais les courants ont fait virevolter l'avion comme une feuille. Un soudain courant descendant a très probablement désorienté Fawcett et lui a fait perdre le contrôle de l'avion, le faisant s'écraser directement sur les montagnes. Le moteur de l'engin n'était pas assez puissant pour surmonter le vent qui l'a fait s'écraser. Il s'avère que l'accident était entièrement indépendant du contrôle de Fawcett. La découverte des débris a permis de clore cette malheureuse affaire.